Merci Nouza et Patrice de pouvoir vous rendre disponible pour cette interview. C'est avec plaisir qu'on a travaillé sur cette formation sur les risques psychosociaux. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun en quelques mots? Nouza. Alors, Nouza Boumansour, je suis psychosociologue de formation. Je travaille en tant qu'expert habilité. J'ai des habilitations qui me permettent de faire des expertises qui font foi devant un tribunal en cas de litige. Donc, je mène des enquêtes quand il y a des plaintes, soit en interne ou qui peuvent être mandatées de la part des représentants du personnel pour pouvoir avoir un regard extérieur pour amener des préconisations autour de la prévention des risques, santé-sécurité. On est vraiment sur cet aspect-là. Merci. Patrice. Moi, je suis Patrice Georget, enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'Université de Caen. J'enseigne la psychologie du travail auprès d'étudiants qui se destinent au monde de l'entreprise. Ils sont en ressources humaines, marketing, gestion de production, et j'y apporte tous les aspects psychologiques de la manière dont on va appréhender le monde du travail. Et j'ai une passion pour la vulgarisation, c'est une discipline, la psychosociologie, qui est passionnante. Et le fait de pouvoir y apporter un témoignage en l'ancrant sur les problématiques de société, comme les risques psychosociaux, est pour moi un challenge très motivant. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur les risques psychosociaux? Moi, je vais vous raconter la petite histoire. Après mes études de psychologie, j'ai travaillé pour une association en insertion des personnes en très grande difficulté, et j'y ai rencontré des gens qui avaient été abîmés par le travail. Donc ça m'a vraiment interpellée. Je devais avoir 23, 24 ans et je me disais, mais c'est quoi ce travail qui peut abîmer les gens jusqu'à arriver à la rue, hein, c'est-à-dire tout perdre, sa famille, son toit, enfin voilà, vraiment les éléments de dignité élémentaires. Et c'est comme ça que je me suis un peu intéressée à l'aspect prévention des risques et puis enquête sur les lieux de travail. Comment est-ce que c'est possible que le travail puisse être aussi destructeur sur l'individu? Voilà comment je suis arrivée là. Ok. En ce qui me concerne, c'est lorsque j'ai pris la direction de l'école de management de l'Université de Caen, l'IAE, où je suis devenu manager, avec tous les paradoxes du management, c'est-à-dire que voilà, on doit gérer des situations tout en ayant des injonctions de la part d'une direction qui est au-dessus de nous. Et à partir de là, j'ai pu constater à quel point il y avait des injonctions qui pouvaient s'avérer paradoxales, comme dans toute organisation. Et donc cela m'a donné envie de m'y intéresser plus avant, parce que j'étais directement concerné. Et puis un deuxième élément, c'est qu'en tant qu'enseignant-chercheur, je m'intéresse beaucoup aux méthodes, aux outils, aux pratiques qui permettent de faire évoluer les choses. Et aujourd'hui, j'ai pu constater à quel point bon nombre d'outils qui sont centrés sur le développement personnel font porter sur les individus directement la responsabilité de prendre en charge les risques psychosociaux en occultant bien souvent, trop souvent, les facteurs environnementaux, les facteurs organisationnels. Et donc pour moi, c'est un véritable projet de société qui est derrière cela. D'accord, merci. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier, Patrice? Alors moi j'aime beaucoup la théorie et j'aime beaucoup transmettre cette théorie, mais évidemment pour cela il faut la vulgariser, la rendre attrayante, intéressante et opérationnelle. Et c'est ce moment de transition qui m'intéresse le plus. Je suis un universitaire, mais j'aime aller vers des gens qui ne sont pas dans la spécialité qui est la mienne et partager avec eux des moments dans lesquels on va se comprendre en utilisant un vocabulaire commun et puis des raisons d'agir communes. C'est ça qui me motive. Merci. Passionne ou motive? Je ne me rappelle plus le terme exact. Alors, passionne. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Dans mon métier, dans l'enseignement ou la transmission, c'est vrai que de l'information et cette vulgarisation, de rendre quelque chose qui est entre guillemets un savoir académique à la portée de tout le monde. Enfin, je crois beaucoup à cette éducation populaire, c'est-à-dire que toutes les notions peuvent être compréhensibles par tout le monde. Ensuite, dans le métier plutôt d'enquête, c'est vraiment d'apporter un regard extérieur qui va objectiver les choses, parce que souvent on arrive dans des situations très très enlisées,
où les gens sont dans l'émotionnel. Et le fait de pouvoir donner des éléments qui vont faire prendre de la hauteur aux différents acteurs, ça, je trouve ça vraiment passionnant parce qu'on arrive à un instant T où tout paraît bloqué et on peut, je dis on peut, c'est pas systématique, mais quand on y arrive, c'est passionnant. Et ben, ça amène vraiment cette résolution par le haut, que tout le monde puisse sortir par le haut. C'est l'idée. Est-ce qu'il y a une expérience marquante qui a changé votre vision du travail et de la santé au travail? Moi, j'ai fait des expertises où j'arrivais suite à des suicides, hein, c'est marquant. C'est des faits choquants pour l'environnement, pour les proches, pour les collègues, pour toute l'organisation. C'est très traumatisant. Et il n'y a pas une seule manière de gérer ces événements-là, mais c'est vrai que c'est des situations de vie pour l'entreprise, pour l'organisation, pour l'humain en général, qui sont très traumatisantes. Même si elles touchent une personne, ça rejaillit sur tout le monde. Ça impacte l'ensemble de l'écosystème professionnel et personnel, évidemment. Oui. Patrice? Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que bien souvent, a posteriori, lorsque les gens dans les entreprises discutent, après qu'il y ait eu un problème de conflit, de burn-out, d'épuisement, voire de suicide, eh bien, il y a toujours quelqu'un pour dire « mais on le savait. On le savait que ça n'allait pas ». Alors soit on ne le voyait pas, on ne voulait pas le voir, ou alors on a eu énormément de difficultés à faire remonter les choses. Il y a une dimension de censure qui intervient, ça peut être une autocensure, une censure collective aussi, une dynamique d'impuissance collective. Et ça, en tant que psychologue, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours beaucoup interpellé. Comment renforcer les capacités de sentiment d'efficacité personnelle. Voilà, le fait de se dire, oui, je peux dire, je peux accompagner une personne, je peux faire remonter. Et c'est un peu la logique de développer la capacité d'agir. Voilà, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Très bien. Pourquoi les risques psychosociaux sont devenus un enjeu majeur aujourd'hui dans les entreprises? Je pense qu'on traite de ça dans la formation, c'est cet environnement de travail ou ce contexte de travail qui devient aliénant. C'est-à-dire, moi, c'est ce que je le vulgarise un peu comme ça. Je dis aux gens, ça rend fou. Je vois ce fauteuil, il est noir, mais on te dit, non, tu vas voir, et ça, il est blanc. Assis-toi dessus, tu vas voir. Et il y a quand même quelque chose où on va beaucoup, dans nos entreprises qui se veulent de plus en plus rentables, hein, c'est quand même le mot de nos sociétés, les mots de notre société, ça reste vraiment cette recherche de rentabilité accrue qui amène les gens à savoir qu'ils vont aller dans une situation dégradée, qu'on y va tous collectivement, et cette capacité d'action, c'est-à-dire qu'on voit le mur, mais que personne n'ose freiner avant qu'on se prenne le mur, et on se le prend systématiquement. Bon, depuis 6 ans, aujourd'hui, et en particulier depuis les 2 dernières années, les risques psychosociaux ont surpassé en termes d'arrêt de travail les risques physiques habituels. Oui. Donc on se retrouve face à une situation qui est socialement importante, et à ce titre, il faut agir. Et comment doit passer l'action? Par une sensibilisation déjà, pour commencer, de tout un chacun, parce qu'on ne sait pas encore exactement ce que signifient risques psychosociaux. En général, on considère que c'est plutôt pour les autres, on ne voit pas les choses venir. Et donc le fait d'avoir une alerte en se disant « oui, je peux être concerné à titre personnel, oui, mes collaborateurs peuvent l'être parce que les situations de malaise que je peux considérer comme normales, liées à l'activité, au travail, ce qui peut être tout à fait légitime, en fait, on y rentre subrepticement et sans s'en rendre compte. Et les managers ont à la fois une responsabilité pour les autres, mais aussi pour eux-mêmes, hein, en tant qu'alerte dans leur comportement, dans leur implication. Il ne s'agit pas de moins s'impliquer, la question n'est pas là. Il s'agit de savoir
qualitativement comment on s'implique. L'implication peut avoir du bénéfice, mais on peut se retrouver face à des situations d'injonction paradoxale dans lesquelles on ne s'implique pas au bon endroit. Très bien, merci. J'imagine que sur ce sujet-là, il y a aussi des idées reçues sur les risques psychosociaux. Oui. Quelles sont ces idées reçues? Alors, je pense que c'est une idée reçue que j'entends souvent, c'est un manager, c'est fort. Un manager, ça pleure pas. Ouais. Un manager, c'est là pour absorber, puis ensuite diffuser auprès de ses équipes. Ça, c'est une idée reçue très forte, parce qu'on s'aperçoit que parmi les burn-out aujourd'hui, le management, les managers sont des cibles privilégiées. Tout se passe comme si la carapace, à un moment donné, explosait, éclatait. Et là, les conséquences sont beaucoup plus importantes qu'on ne l'aurait imaginé. On a une espèce de sentiment d'invulnérabilité aujourd'hui qui est diffusé dans l'idée reçue à propos de ce qu'est un manager solide. Il faut se montrer fort aussi. Oui. C'est ça, dans l'idée. Ouais, oui. Et on a beaucoup d'idées reçues sur comment appréhender le monde du travail et les risques psychosociaux, c'est-à-dire le laisser faire, ça va se tasser. Dans une équipe, ça ne se tassera pas. Dans un groupe, ça ne se tasse pas. C'est voué à l'échec, on le sait, tout le monde le sait. Donc les postures de déni par ce stéréotype-là de laisser couler, ça va passer, ou bien les forts et les fragiles. Par exemple, quand quelqu'un traverse une situation difficile, on se dit c'est parce qu'il est fragile. Quand même dans des sociétés où vivre quelque chose de mal, c'est très... En fait, c'est toujours coupé du contexte et on remet... C'est l'individualisation des problèmes. Sauf que quand c'est un problème organisationnel, on peut changer, recommencer avec 10 personnes, ça donnera toujours le même résultat, à une temporalité qui sera juste différente, c'est tout. Et tu disais, on a tendance à penser que ça va se tasser ou ça va passer. Alors finalement, quels sont les risques de ne pas gérer ou de ne pas avoir de prévention des risques psychosociaux? Eh ben, le risque, c'est que ça empire. Ouais. Et c'est comme si, je sais pas, moi, tu te réveillais un matin et que tu avais une infection qui te faisait très mal, et puis tu te dis, je vais pas y penser, ça me fera moins mal. Et tu regardes pas, enfin, je sais pas, ça peut être sur les jambes, tu mets des chaussettes très hautes, et puis tu regardes pas. Tu vas plus dans le service. Moi, je vois des fois des managers qui disent, je vais plus dans le service comme ça, ils vont pas me sauter dessus. Mais c'est des postures défensives parce qu'ils n'ont pas forcément la marge de manœuvre. Et puis quand ils remontent à plus haut, pour les managers de proximité, ils ont ce discours justement d'idées reçues, t'es fort, tu vas y arriver. C'est pas une question de force, il faut avoir la marge de manœuvre. Et donc en fait, on va laisser pourrir des situations et ça décompense, en fait, ça va rejaillir sur tout le monde. C'est-à-dire que là où par exemple, tu avais juste... le mollet qui était touché, ça peut toucher l'os, ça peut toucher d'autres organes petit à petit, et ça va irriguer dans tout le corps. Le groupe, ça marche de la même manière. Un problème que je ne veux pas traiter, qui est très local, où je me dis ça va se tasser, ça va devenir des conflits, ça va former des clans. Donc après, on arrive dans des fonctionnements claniques, ça rejaillit sur tout le monde. Et souvent, on arrive, quand on fait des enquêtes, des diagnostics ou quoi, au terme de tellement d'événements qui se sont passés, où des fois les gens ne peuvent plus travailler ensemble tellement il y a de griefs. Et là, la situation devient insolvable. Mais on arrive quand la productivité baisse. Et ça, il se passe beaucoup de temps avant que la productivité ne baisse. Donc il y a une sorte de politique de l'autruche dans certaines entreprises, en fait, c'est ça? Dans beaucoup d'entreprises. Mais c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas mon propos. C'est que ces problématiques-là paraissent tellement intangibles. La psycho, c'est toujours un peu risqué comme domaine. Et alors que on a des grilles de lecture, on a des cartographies. Il faut former les gens pour ne pas avoir peur, parce que c'est un peu l'inconnu, quoi. Ouais. Et on a peut-être cette impression aussi que si on commence à remuer un petit peu ça... Oui, ça va remonter, ça va toucher tout le monde. Alors que non, si on expose les problèmes et qu'on les résout, ça devient un problème qui... n'en est plus un, tout simplement parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions à ça. Il y a l'idée qu'il y a certaines choses qu'on ne veut pas voir, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas voir. Tout simplement parce qu'on n'a pas les outils pour les observer.
Ce que nous proposons dans cette formation, c'est de se poser les bonnes questions pour observer les bonnes choses. Et ça commence souvent de manière assez simple, parce qu'il y a un moment où, à force de ne pas voir les choses, elles vont s'imposer à nous de manière tellement violente qu'on ne pourra plus agir, on n'aura plus les capacités d'action. Et toute l'idée de cette formation, c'est d'anticiper cela, d'augmenter l'acuité. L'acuité de la perception de ces petites choses du quotidien qui, accumulées, peuvent générer des problèmes dramatiques. Ça rejoint un petit peu cette question. Qu'est-ce que vous apportez de spécifique dans cette formation qu'on vient de tourner? Oui. C'est ce que tu dis. C'est des outils, mais c'est pas des outils figés. Il faut pas que ce soit pris comme quelque chose de rigide. Cette formation, elle est là pour déjà définir de quoi on parle, définir les risques psychosociaux, définir la manière de les appréhender, donner des exemples pour illustrer, parce que c'est important de savoir comment est-ce que ça va. Derrière exigence émotionnelle, ok, ça fait savant, mais on sait très bien l'expliquer de manière très simple pour que ce soit vraiment, même quand on n'est pas psy, pour pouvoir comprendre la définition. Et on ne veut pas plaquer un outil par situation, c'est pas l'idée. Au travers du fait de se dire quelles sont les questions, c'est vraiment cette prise de recul. Et on a un temps de prise de recul dans ces situations-là, tout simplement parce qu'on est humain et que l'émotion de l'autre nous entache aussi. Quand on est sur le terrain, c'est pas si simple que ça de se dire « Tiens, je m'arrête 5 minutes dans mon activité qui est folle pour me poser les bonnes questions. » C'est un peu le temps d'arrêt du manager, comme on va trouver le temps d'arrêt dans l'industrie pour éviter de se blesser. Et ici, ce temps d'arrêt, il va être agrémenté d'un checklist. On propose 6 checklists qui permettent pour chacun des 6 risques psychosociaux de se poser les bonnes questions. Et d'avoir ainsi, comme une feuille de route ou un checklist d'un commandant de bord, une manière de bien démarrer. Alors ça peut être bien démarrer le semestre par exemple, en se posant les bonnes questions pour accompagner son équipe. Et puis de temps en temps, il faut réparer l'avion, faire une maintenance. Et donc on a aussi la proposition d'un élément de diagnostic qui permet de savoir où on en est dans l'état des lieux des risques psychosociaux dans l'organisation. En amont, c'est-à-dire vraiment alimenter cette culture de la prévention. C'est une culture qu'on a sur les risques physiques, par exemple dans l'industrie, c'est-à-dire on va faire de la maintenance préventive et on ne va pas être que dans le curatif parce que les arrêts, ça coûte de l'argent. Mais il faut qu'on prenne conscience du fait que cette prévention des risques, tout le monde a à y gagner, tout le monde peut y gagner. Ça peut donner le sentiment de faire preuve de vulnérabilité que de s'intéresser à ces phénomènes. Parce qu'on anticipe des risques potentiels qui sont humains, qui sont liés à ce qu'on appelle les sciences molles, comme la psychologie. Mais pourtant, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les demandes du management, les demandes des nouvelles générations, c'est de s'intéresser véritablement à ces aspects humains dans les organisations. C'est devenu une demande sociale très forte. Exact. Alors que va concrètement retenir un manager après avoir suivi cette formation? Qu'est-ce qu'il va en retirer? Alors, il va en retirer 3 choses. La première, c'est comment je fais mon checklist, et avec quels outils. Et donc, on propose de se poser les bonnes questions de manière très opérationnelle. La deuxième chose, c'est mieux comprendre comment, avec des petits riens, on crée un grand tout. Les petites accumulations de risques psychosociaux, c'est pas un petit risque qui va générer des gros problèmes. C'est leur accumulation, leur répétition et leur interaction. Alors, qu'est-ce qui interagit? Comment les 6 risques psychosociaux identifiés dans la littérature, en psychologie sociale, vont interagir pour générer des gros problèmes? Eh bien, comprendre cette dynamique, c'est important. Et puis, ils vont aussi en retirer un outil de diagnostic qui permet, de manière préventive, comme le dit Nouza, de pouvoir anticiper au mieux en ayant de quoi mesurer. Faire la mesure, c'est pas toujours disponible. Là, on propose des outils de mesure. Ok. Et si vous aviez un conseil à donner aux apprenants pour mieux gérer ces risques, ce serait quoi? Allez, une idée, un conseil? Un seul? Ouais, un seul. C'est court, un seul. On ne va pas tout dévoiler. Non. Pour gérer ces risques, je pense que la première chose dont il faut se débarrasser, c'est le sentiment de culpabilité. Ça, socialement, on a l'impression que si ça ne va pas dans une équipe, c'est parce que le manager a échoué dans sa mission de...
le déséquilibre fait partie du tout, fait partie du groupe et c'est une dynamique que le groupe va plus ou moins absorber dans un contexte organisationnel qui est de plus en plus exigeant pour l'humain. Et donc les managers, il faut qu'ils arrêtent eux-mêmes de se culpabiliser parce qu'ils auraient dû anticiper ceci, cela. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ils n'ont pas toutes les clés en main. Donc, si je devais m'adresser à un manager, je lui dirais décompresse, arrête de culpabiliser, tu ne peux pas tout le temps. Ok, super. Patrice, un conseil, ce serait quoi? Oui. Je pense qu'il ne faut pas chercher de recette miracle. On ne vient pas dans cette formation avec une boîte à outils définitive. On vient avec des bonnes questions à se poser. Je pense que chacun a les réponses, peut trouver les réponses dès lors qu'il se pose ces bonnes questions. Mais pour réussir à se poser les bonnes questions, il faut être éveillé sur la perception risquée de notre environnement. Je pense que c'est ça. On veut mettre sous le tapis tout un tas de choses. Et donc voilà, ce qu'on va trouver, c'est cet éveil, mais sans recette miracle. Voilà, on va pas trouver un outil définitif. Chaque entreprise est différente et l'interaction entre les risques n'est pas la même. Donc voilà, pas de faux espoirs sur une version finale, une version 10.0 qui constituerait l'ultime outil de prévention. Ça n'existe pas, c'est un monde utopique. Les entreprises sont largement différenciées. Mais par contre, se poser les bonnes questions, ça c'est l'ingrédient majeur. Très bien. Une dernière question. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'aventure Albert Academy et transmettre vos connaissances et votre savoir à travers ce format e-learning? Qui veut commencer? C'est toi qui vas avoir le mot de la fin, là. Deux choses. La première, c'était de pouvoir co-construire avec une collègue, avec Nouza, co-construire quelque chose en commun avec nos perceptions contrastées, croisées, sur lesquelles on n'est pas toujours d'accord. Mais en essayant de se rapprocher pour construire un projet collaboratif. Donc ça a été un élément puissant. Le deuxième, c'est la marge de manœuvre que tu nous as donnée, Philippe, avec Albert Academy. C'est-à-dire tu nous as dit, voilà, on a un sujet, les risques psychosociaux, et puis on a co-construit ensemble la proposition, comment vous souhaitez l'aborder, quels sont les prismes, et puis la simplicité avec laquelle nous avons travaillé, simplicité que nous allons essayer de diffuser dans cette formation, une dimension de convivialité, voilà, et puis le fait que ça puisse s'adresser au plus grand nombre. On peut être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est ça. Exactement. Merci Patrice. Merci, merci pour ton accompagnement. Je pense que c'est tout ce que je vais rajouter parce que tout est dit. Vraiment, ça a été une super expérience. Ton accompagnement avec beaucoup de bienveillance et voilà, on s'est senti à l'aise très vite et l'exercice était très agréable. Merci. Eh bien, merci à vous deux pour vous êtes prêtés au jeu de cette formation, de cette interview aussi. Et puis on est persuadé que les personnes qui vont suivre cette formation vont en tirer de grands bienfaits. Merci à vous. Merci Philippe. Super.